Et cette question, des mineurs accusés de crimes vont-ils sortir de prison en raison d'un vide juridique? Alors, pour donner quelques éléments de compréhension, ça s'est passé lors des questions d'actualité au gouvernement, c'était au Sénat. La présidente LR de la commission des lois, Muriel Jourda, a alerté le gouvernement sur un vide législatif qui pourrait empêcher, dès mercredi prochain, la justice de maintenir en détention jusqu'à... Non, c'était mercredi hier, c'est le 1er juillet, on est le 2. Voilà, d'empêcher la justice de maintenir en détention jusqu'à leur procès des mineurs accusés de crimes. Écoutez, le journaliste Louis Ossalter qui a réagi à ce vide juridique, c'était dans Europe un soir. Les libérations possibles de mineurs qui sont soupçonnés d'avoir commis pour certains des crimes se produisent sur fond d'une explosion même du nombre de mineurs qui sont mis en cause dans des actes violents. Parce que ce qui augmente, c'est pas tant le nombre de mineurs incriminés dans la délinquance ces dernières années, c'est la gravité des actes qu'ils commettent. Homicide, tentative d'homicide. C'est notamment une catastrophe pour les parquets qui ont sur leur ressort le trafic de drogue. Donc on pense évidemment à Marseille, mais aussi à d'autres villes. Parce que les organisations comme la DZ Mafia recrutent des tueurs à gages qui sont âgés de 13, 14, 15 ans, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, qui sont prêts à prendre une Kalachnikov pour aller abattre sur commande. Donc c'est vraiment ce qui va se passer, et une catastrophe dans le contexte d'explosion de la délinquance des mineurs, dont beaucoup sont impliqués dans des homicides, encore une fois, et tentatives d'homicide. Alexandre Nicolic, je voulais avoir vos commentaires. Oui, alors effectivement, là, je parlais tout à l'heure du 2 mai et de l'amateurisme. Là aussi, il s'agit d'un grand amateurisme. Le Conseil constitutionnel, ça fait 1 an qu'ils ont retoqué ce qui est la loi qui était, enfin cette partie de la loi qui était proposée, parce qu'elle était alignée totalement sur la politique judiciaire sur les majeurs, par rapport aux majeurs. Et depuis 1 an, donc le gouvernement aurait dû reproposer une loi qui s'adaptait au Conseil constitutionnel. Ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, si ça n'était pas sorti dans la presse dans un premier temps, et comme vous l'avez dit, ça n'avait pas été évoqué au Sénat, personne ne l'aurait remarqué. Alors là, le gouvernement, oui, exactement, on propose un amendement dans l'examen du projet de loi de justice criminelle. Hein. Oui, et donc ça devrait être fait avant le 21 juillet ou le 21 juillet, mais dans l'urgence, il ne l'avait même pas vu, donc peut-être que ça aurait dépassé ensuite jusqu'à septembre, si ça avait été après les vacances parlementaires. Et donc ils vont s'adapter. Et pour minimiser les faits, ils disent ah non mais ça ne se concernerait qu'une dizaine de mineurs. Mais là, il faut savoir de qui on parle. Il s'agit de gens qui sont accusés de crimes, donc de mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes. Donc une dizaine qui ne passeraient pas par la case détention provisoire. C'est-à-dire qu'ils vont être libérés alors qu'ils sont accusés de crimes et relâchés avec un potentiel risque. Notamment, on sait dans les affaires liées au trafic de drogue à quel point ça peut être dangereux. C'est des gens qui ont tué, peut-être, potentiellement. Ils sont accusés, mais potentiellement. Donc déjà, on peut avoir des doutes sur le fait qu'il n'y en ait qu'une dizaine, parce que on a vu à quel point ils se sont trompés sur à chaque fois quand ils ont voulu chiffrer dans d'autres faits liés à l'actualité récente. Mais c'est pas un enjeu mineur. C'est, je veux dire, encore une fois, potentiellement des criminels. Et on l'a vu entre 2017 et 2025, c'était très juste là quand on évoquait l'augmentation des crimes commis par des mineurs, qu'on est passé de 10% de crimes commis par des mineurs à 19%, donc près de 20%. Donc aujourd'hui, ça représente presque un crime sur 5. Donc c'est une faute majeure qui expose la société à un risque en laissant potentiellement de jeunes criminels dans la rue sans passer par la détention provisoire, même si c'est effectivement, heureusement qu'il y a cette réaction, mais pendant quelques semaines. Mais ces quelques semaines sont inadmissibles quand on veut lutter contre l'insécurité qui touche de plus en plus de Français, et notamment sur des affaires graves, comme on l'a vu avec l'affaire du jeune Louis récemment. Ce qui risque surtout d'accentuer ce que disait Louis Ossalter, d'accentuer le divorce entre les Français et la justice. Oui, mais et la confiance qu'on a dans cette institution. Non seulement évidemment par rapport globalement à la justice, où il y a une vraie rupture de confiance, mais là c'est le ministère de la Justice qui a commis une faute et qui essaie de minimiser la faute dans leur déclaration. Ils devraient s'excuser, c'est une faute majeure de laisser potentiellement des jeunes accusés de crimes dans la rue en disant juste qu'il s'agit d'une dizaine. Enfin, vous vous rendez compte que ces propos de relativisation de leur erreur et sont particulièrement graves. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 1 an ? C'est-à-dire qu'ils parlent souvent il faut s'adapter au Conseil constitutionnel, nous ce qu'on fait avec sérieux ou autre. Et là, on a un gouvernement qui n'a même pas remarqué qu'il y avait un problème potentiellement, si ce n'était pas sorti dans la presse. Et après, il y a toute cette question évidemment d'un Conseil constitutionnel
sincèrement, qui retoque donc qui avait retoqué cette loi et qui demandait une adaptation pour que ce ne soit pas repris avec un alignement sur la politique des majeurs. Mais à un moment, il faut que le Conseil constitutionnel soit aussi du côté des victimes, du côté des Français qui veulent qu'on fasse passer des lois qui protègent les Français. Enfin, je trouve qu'il y a une part de responsabilité à la fois d'un Conseil constitutionnel qui est plus que tatillon alors qu'ils exposent les Français et un gouvernement qui fait preuve d'un amateurisme en n'ayant même pas remarqué ce que le Conseil constitutionnel leur avait demandé. Alexander Nicolic, la canicule est désormais politique. On le sait, on en parle suffisamment. La chaleur qui devrait être de retour dès ce week-end dans le sud de la France surtout et en début de semaine sur le reste du pays. 3e épisode de Forte Chaleur. En à peine plus d'un mois, les Français n'en peuvent plus. Comme ces Parisiens qui ont été rencontrés pour Europe 1 par Laura Legault. Assise dans un parc, Patricia profite d'une parenthèse de fraîcheur avec ses petits-enfants avant le retour de la chaleur qui l'angoisse. J'avoue qu'on n'est pas prêt. Ça me fait peur parce que j'ai 65 ans et je suis pas de première jeunesse. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps pour la prochaine. Sa petite fille Jade est en vacances demain soir. Fini les salles de classe étouffantes, mais elle n'est pas rassurée pour autant. C'est un peu épuisant, sachant que ça s'arrête pas trop. Je pars en colo la semaine où il fait très chaud, donc j'ai un peu peur. Un peu plus loin, Thibaut déjeune à l'ombre des arbres. L'étudiant ne s'est toujours pas remis de la précédente canicule. Je suis encore un peu décalé, là encore un peu la fatigue des canicules. On a à peine une semaine, j'aurais préféré inviter un peu de la fraîcheur et surtout après un épisode de canicule pareil. Dans son studio parisien, les températures grimpent rapidement, le ventilateur ne suffit pas. Je pense que le meilleur serait la clim, mais encore ces derniers temps, tout le monde veut en acheter, du coup des ruptures de partout. J'aimerais bien, je pense que je vais le voir quand même, parce que j'ai bien envie de survivre à cet épisode de canicule. Thibaut compte bien faire le tour des magasins parisiens, il est prêt à tout pour s'équiper d'une clim avant le retour de la chaleur. Alexander Nicolic. Les écologistes veulent déposer une motion de censure à l'encontre du gouvernement pour sa gestion de la canicule, et aussi peut-être de la clim d'ailleurs, mais en tout cas de la canicule. Ils réclament aussi une commission d'enquête. Est-ce que le RN pourrait voter aussi cette motion de censure ? Oui, mais pas dans le même sens qu'eux, parce que eux, ils se sont plantés vraiment sur tout. Et d'ailleurs, donc eux, les écologistes. C'est quand même intéressant de voir aujourd'hui que vous avez monsieur Gemène, je crois, du GIEC, ou Genem, j'ai un doute sur le nom, mais donc du GIEC qui remet en cause justement aussi le fait qu'on n'ait pas eu un plan climatisation et qui dit que ça suffit en fait. Enfin, on a des gens qui disent ah oui. Mais c'est un outil, une des solutions. Mais c'est évident en fait. Enfin, je veux dire. Aujourd'hui, les climatiseurs, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Même si on multiplie par 3 ou par 4, ça pourrait être 3 ou 4, mais même pas, parce qu'en réalité, avec les climatiseurs réversibles, vous consommez, par exemple, par rapport à un chauffage électrique l'hiver, 50% d'énergie en moins. Donc, on parle de quelque chose qu'il faut vraiment relativiser. En revanche, ce qui pollue beaucoup, c'est les 51% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux importations et qui sont la conséquence de normes, de règles, de taxes qui ont freiné totalement notre capacité de production industrielle et qui fait qu'on importe énormément, notamment aussi les climatiseurs. Donc j'en reviens à s'il y a une motion de censure contre le gouvernement au sujet de cette gestion de la canicule de la semaine dernière, vous la votez ou pas ? Je ne peux pas m'engager comme ça, honnêtement. Mais ça me semblerait bien, oui, qu'on fasse un bilan de la gestion du gouvernement par rapport comment on s'adapte justement à ce réchauffement climatique. Parce qu'on fait quoi en fait ? Il y a eu 1000 morts là sur l'épisode caniculaire avant. Donc on va laisser des dizaines de milliers de Français mourir parce qu'on ne veut pas s'adapter de manière idéologique, en ne mettant pas des climatiseurs, et notamment des climatiseurs réversibles, en n'aidant pas les Français justement dans les lieux publics. Non mais si je peux me permettre, juste parce que j'ai entendu depuis le début de cette canicule des arguments de la part de représentants du gouvernement qui sont hallucinants. Ils ont dépêché 30 000 climatiseurs. Oui, mais c'est évidemment bien insuffisant. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Mais sauf qu'il va falloir justement qu'il y ait un plan beaucoup plus massif. On a un retard qui est considérable. Vous avez proposé un plan, mais il est financé largement par les prêts à taux zéro. Comment vous estimez arriver à convaincre les collectivités ou les particuliers de faire des prêts ? Non, mais il y a deux types d'investissements. Déjà, il y a un plan de 10 milliards, de l'ordre de 2 milliards par an, justement pour les crèches, pour les écoles. Parce qu'on va faire quoi ? On va faire quoi ? Juste si je peux me permettre, moi je
suis concerné par mes enfants. On va faire quoi ? On va faire en sorte que on va dire non mais les enfants vont plus aller à l'école, et puis si le réchauffement commence à partir d'avril, les enfants vont plus aller à l'école, les parents vont devoir aller chercher les enfants et plus travailler, les gens vont s'arrêter de travailler. Allianz a dit que ça allait coûter 210 milliards jusqu'à 2030. On va laisser des dizaines de milliers de personnes mourir. On va perdre 210 milliards avec un pays qui va encore plus se tiers-mondiser parce qu'on ne veut pas s'adapter de manière idéologique. Et je finis juste sur un point. Ils ont dit qu'on n'avait pas la capacité de production électrique suffisante. Mais là, ça montre une erreur magistrale. On était capable, en 2005, de produire 569 TWh par an. Aujourd'hui, on est à 540 TWh. On a baissé notre capacité de production électrique en investissant des dizaines et des dizaines de milliards dans l'éolien et le photovoltaïque. Ils se sont plantés sur tout et les écologistes notamment ont soutenu ça. Et c'est leur échec global. Au vu de la canicule qui s'annonce pour la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler dans le détail. Alexandre Nicolic, député européen, porte-parole du Rassemblement national. Après le journal permanent, Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye, sera l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1.